Pour ce chapitre 3, nous allons parler de conditions, d'instructions conditionnelles précisément. En fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, depuis le début du cours, en introduction à la programmation C, on avait toujours euh, une exécution linéaire de notre programme. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans notre programme, le programme allait se dérouler toujours de la même manière. Même s'il y avait, finalement, on a vu à la fin comment faire, enfin à la fin du chapitre précédent, comment faire des interactions avec l'utilisateur, c'est-à-dire on demande à l'utilisateur un nombre, on peut demander des données à l'utilisateur, on peut afficher des choses. Mais dans tous les cas, à toutes les exécutions de notre programme, notre, notre déroulement finalement de l'exécution, le déroulement de l'exécution allait toujours être le même. Éventuellement, ce qui pourrait changer, c'est selon ce que tape l'utilisateur, le nombre qui serait affiché derrière est pas le même. Par exemple, si l'utilisateur tape 18, on affiche 18, s'il tape 20, on affiche 20, et ainsi de suite. C'était les seuls changements qu'il pourrait y avoir. Heureusement, on peut aller beaucoup plus loin que ça, évidemment, en C, et notamment, on a des instructions conditionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on va être capable de faire des déroulements de notre programme qui vont être différents selon ce qu'on a comme données au moment de l'exécution. Alors ça, c'est une notion qui est extrêmement importante évidemment en algorithme et en programmation. C'est ce qui va nous permettre en fait, d'avoir des branchements possibles à certains endroits de notre code. On va également voir du coup dans la foulée des précisions sur les opérations booléennes. En fait, pourquoi est-ce qu'on va avoir des précisions sur ces opérations booléennes? Bah, tout simplement parce que ces instructions conditionnelles là qu'on voit notées au point 1, if, if et else, prennent en test une phrase logique booléenne. Et pour finir, on verra l'instruction switch qui est un petit peu particulière. La toute première instruction conditionnelle qu'on va voir et qui est en fait finalement la plus classique même je dirais en programmation, c'est l'instruction if. Alors en fait ça permet d'effectuer donc des traitements qui vont différer selon la valeur d'une expression. Donc, précisément en fait le if c'est l'équivalent du si en algorithmique. On va tester une phrase logique et si cette phrase logique est vraie, alors on fait le bloc de code qui suit. Si elle est fausse, on passe. Pour illustrer notre première instruction conditionnelle, on va prendre comme exemple l'algorithme suivant. On va demander un nombre préféré à l'utilisateur. On va stocker le résultat dans une variable qu'on va appeler nbpref. Et en fait, après, on va faire les choses suivantes. Si nbpref est positif, alors on va afficher ce nombre est positif. Sinon, on va afficher ce nombre est négatif. Voici le début du code source de notre application NB préférée. Alors vous voyez, on crée une variable nbpref, on demande, enfin on affiche à l'utilisateur quel est votre entier préféré, à la suite de quoi on effectue un scanf, je le rappelle, qui permet de récupérer du coup une saisie clavier. En l'occurrence, on va récupérer le nombre préféré de l'utilisateur. Puis on va faire un branchement conditionnel. Si nbpref est supérieur ou égal à 0, c'est comme ça qu'on note le supérieur ou égal à 0, alors il est positif. Et en fait, on va passer dans ce bloc-là d'instructions, entre l'accolade ouvrante ici et l'accolade fermante ici, il y a un certain nombre d'instructions. Bon, il se trouve qu'il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et on va passer dans ce bloc d'instructions, c'est-à-dire qu'on va exécuter ce bloc d'instructions uniquement si le test de la phrase logique ici, booléenne qu'on aura là, est vrai. Donc si ça c'est vrai, tout ce qui est entre parenthèses est vrai, alors on passe là-dedans. Si c'est faux, on passe que là-dedans. Alors notez bien une chose très importante, soit on passe ici, soit on passe ici. On passera jamais dans les deux et on passera forcément dans l'un ou l'autre. Pourquoi on passe forcément dans l'un ou l'autre? Tout simplement parce que si cette phrase logique est vraie, on passe ici. Sinon, donc dans tous les autres cas, donc tous les cas où cette phrase logique serait fausse, on passe là-dedans. Donc typiquement, si nbpref est supérieur ou égal à 0, on passe là-dedans, dans le premier bloc.
Sinon, ça veut dire que NBPref est strictement inférieur à 0, auquel cas, on passe là-dedans. On peut aller un petit peu plus loin avec ce branchement conditionnel là du if, cette instruction. On peut rajouter des else if. Alors qu'est-ce que ça signifie les else if? Alors notez bien là sur cette slide que on a, à part le else if qui a été rajouté ici, là, le reste est quasiment inchangé. Là on a si NBPref est strictement supérieur à 0, et non pas supérieur ou égal à 0. C'est la seule petite modification. Mais sinon on affiche alors il est positif. Si cette condition n'est pas vraie, on a toujours le else qui indique que ceci est négatif. Maintenant, on va modifier ça un petit peu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter, juste après le premier if, on va rajouter un sinon si. Donc c'est l'équivalent du sinon si en algorithmique. Et donc qu'est-ce que ça nous indique maintenant, cette instruction conditionnelle? Si NBPref est strictement supérieur à 0, alors on dit qu'il est positif. Sinon, si NBPref est égal à 0, alors on va indiquer qu'il est nul. Et sinon, alors attention, ce sinon-là indique que tout ce qui a été au-dessus est faux. Tout ce qui est au-dessus est faux. Donc ça veut dire que ça c'est faux et ça c'est faux également. Donc ça veut dire que NBPref est bien strictement inférieur à 0 si on passe dans ce bloc-là. Et donc on va indiquer qu'il est négatif. Regardons le code source de notre programme. Le vrai code source, pas simplement une capture d'écran là qu'on pourra avoir sur les slides. Donc on a notre variable int5, on l'initialise à 0, on demande à l'utilisateur quel est son entier préféré, on récupère ça grâce à un scanf, et puis il y a le branchement conditionnel qu'on vient de voir juste à l'instant, qui se trouve ici de la ligne 9 à la ligne 20. Donc si NBPref est strictement supérieur à 0, on indique qu'il est positif. Sinon, si NBPref est égal à 0, on indique qu'il est nul. Et sinon, alors je rappelle que le sinon, ça indique que la ligne 9 et la ligne 13 sont fausses. Enfin, les phrases logiques qui sont contenues dans les parenthèses de la ligne 9 et de la ligne 13 sont fausses. Donc ça indique que NBPref est strictement inférieur à 0. Donc maintenant, si je compile mon programme, je le lance et on va effectuer quelques tests. Alors quel est mon entier préféré? Alors par exemple, si je veux dire que mon entier préféré est 42, le programme me répond qu'il est positif. Je passe dans le premier if. Okay, ça veut dire que je suis passé ici. Exactement ici, dans ce bloc-là. Maintenant, si je dis que mon nombre préféré, c'est 0, ça me dit qu'il est nul. Donc ça veut dire que je suis passé exactement ici. Et que notamment, cette instruction-là, enfin cette phrase logique-là, est vraie. Dernier cas possible, si je choisis un entier négatif, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit il est négatif. Et ça signifie que je suis passé ici. Donc c'est ce else là qui a été exécuté. Et notamment, ça veut dire que cette phrase logique à la ligne 9 est fausse et cette phrase logique à la ligne 13 est fausse. On peut mettre plus qu'un seul else if. On peut faire un if, else if, else if, else if, else if et à la fin un else. Alors reprenons la syntaxe générale du if. C'est l'exemple qu'on a, enfin l'exemple, c'est plutôt la structure générale qu'on a qui est indiquée à gauche là de la slide. Donc si la condition 1 est vraie, on fait ces instructions-là. Sinon, si la condition 2 est vraie, on fait ces instructions-là. Sinon, si la condition 3 est vraie, on fait ces instructions-là. Et ainsi de suite, on a autant de else if qu'on veut. Et à la fin, un seul else. Alors, il faut bien comprendre, les parties else if et else sont facultatives. On pourra avoir qu'un seul if. Et on rentre dans le bloc else si toutes les conditions ont échoué avant. Ça, c'est très important. Alors, autre point de détail, on va exécuter le premier bloc qui est vrai. Donc, c'est-à-dire que si on a la condition 1 qui est vraie, mais potentiellement on pourrait avoir construit notre if else if else de telle manière que la condition 2 serait vraie aussi. Eh bien, on va passer uniquement dans ce bloc-là et les autres vont être ignorés.
Et de la même manière, par exemple, si on passe dans la condition 3, on pourrait avoir une condition 4 qui est vraie aussi. On va uniquement faire la condition 3. Si la condition 3 est la première condition qui est vraie, on passe uniquement dans ce bloc-là et les autres vont être ignorés. Et je rappelle évidemment, donc par exemple, si je passe dans la condition 3 est vraie, ça veut dire que la condition 1 est fausse et la condition 2 est fausse. Et la condition 3 est vraie, donc je passe là-dedans. Alors tout au long de ce module d'enseignement, on va s'efforcer de faire du code propre, lisible. Et pour donc les instructions conditionnelles, c'est vraiment important de respecter une manière de coder. Alors il y en a deux qui sont utilisées généralement. Choisissez celle qui vous parle le plus. La manière là qui vous est présentée, enfin les deux manières qui vous sont présentées, c'est les plus courantes évidemment. Même si je dirais que c'est plus ou moins les deux seules acceptables. Comment ça se présente? La première manière, c'est de faire un if condition 1, on va à la ligne, et là on indente. On va à la ligne, on ouvre la collade, et ici on indente, ça veut dire qu'on met une tabulation ici, et tout le bloc ici va être indenté. Donc s'il y a plusieurs instructions, elles seront toutes indentées de la même manière avec une tabulation supplémentaire. Ok, donc instruction 1 elle sera là, instruction 2 elle sera là. Elles auront toutes une tabulation en début de ligne. De la même manière hein, pour le deuxième bloc, le troisième bloc, et ainsi de suite. Alors une autre possibilité de présentation, c'est ce que vous avez en bas à droite ici. Vous ouvrez la collade directement sur la ligne de la condition. Vous allez à la ligne et là, pareil, vous mettez une tabulation. Vous fermez la collade, deuxième condition, ouvrez la collade, une tabulation et ainsi de suite. Prenons un autre exemple avec une variable âge qui nous permet de savoir si donc la personne est un enfant, un ado ou un adulte. Alors, on est un enfant si notre âge est strictement inférieur à 12. On est un ado si notre âge est supérieur ou égal à 12 et strictement inférieur à 18. Et on est un adulte si notre âge est supérieur ou égal à 18. Alors, que se passe-t-il lorsque âge vaut 16 dans ce cas-là? Alors, âge vaut 16. Est-ce que 16 c'est strictement inférieur à 12? Non, donc cette condition est fausse. On va tester le bloc suivant, dans l'ordre, hein. Toujours on le fait dans l'ordre de haut en bas. Est-ce que 16 est strictement inférieur à 18? Oui, donc on affiche tu es un ado, et comme on est rentré dans un bloc, on ignore tout le reste. Encore une fois, il n'y a qu'un seul bloc qui est évalué. Donc je rappelle que c'est ce qui est écrit tout en haut, hein, en cas de if else if, s'il y en a plusieurs, on passe dans exactement un bloc, hein, le premier qui est vrai. Les conditions sont évaluées dans l'ordre, donc c'est-à-dire de haut en bas, dans l'ordre dans lequel on les lit. Dès que l'une est vraie, on note dans le bloc d'instructions associées, et on saute directement à l'instruction qui se suit à la fin du bloc else, hein. Donc une fois qu'on a trouvé notre première instruction vraie, notre premier bloc, on passe directement à la première instruction qui se trouve vraiment après le bloc du else, donc en bas du if else if else. Alors petite remarque hein, sur l'exemple précédent, comme on se demandait ce qui se passait si notamment âge égale 16, c'était pour tomber dans le cas ado. De la manière dont fonctionne le if else if else, on peut uniquement se limiter à tester dans le else if si âge est strictement inférieur à 18, pour savoir si on est un adolescent. Pourquoi? Parce que si on arrive au bloc else if âge strictement inférieur à 18, ça veut dire que le premier if qui est juste avant est faux. Donc on sait d'ores et déjà que la variable âge est supérieure ou égale à 12. Comme le premier bloc du if est faux, le premier test, la première phrase logique est fausse, âge est supérieur ou égal à 12, ça on le sait, puisque le premier est faux. Donc, pour savoir si on est entre 12 et 17, il suffit uniquement de tester si âge est strictement inférieur à 18. Il n'y a pas besoin de tester dans le else if, de se demander est-ce que âge est supérieur ou égal à 12 et âge est strictement inférieur à 18. Il n'y a pas besoin de tester si âge est supérieur ou égal à 12, puisqu'on le sait déjà, car le premier bloc du haut est faux.
Les tests des instructions conditionnelles sont des phrases logiques booléennes, donc ça veut dire que ça renvoie soit vrai, soit faux. Donc la condition, c'est un booléen, c'est vrai ou faux. Alors rappel, il n'y a pas de type booléen en C, mais c'est pas gênant pour nous finalement. La valeur 0 c'est considéré comme faux et toutes les autres sont considérées comme vraies. Les opérateurs de comparaison, on en a plusieurs. On a le test d'égalité. Alors remarquez que c'est un double égal, hein. C'est vraiment deux fois le caractère égal, côte à côte, pour savoir si une variable ou une valeur est égale à une autre. Alors à ne pas confondre avec le symbole égal simple, qui lui est l'opérateur d'affectation. L'égal simple, c'est l'affectation, c'est pour mettre une valeur dans une variable. Le double égal, c'est un test, pour savoir si une variable est égale à une valeur. On a l'opérateur de différence, pour savoir si une variable est différente d'une autre variable ou d'une valeur. Et puis les opérateurs de comparaison, donc strict, inférieur ou égal, donc strict inférieur, pardon, inférieur ou égal, strict supérieur, supérieur ou égal. Une erreur assez courante que l'on va s'efforcer d'éviter est la suivante. Euh, Lorsque vous allez vouloir faire vos tests, hein, dans vos instructions conditionnelles, vous allez vouloir tester si une variable n est égale à un certain nombre n, alors une variable n ou n'importe quoi d'autre, hein. Alors l'erreur courante, c'est d'oublier de mettre un double égal pour tester l'égalité. Je rappelle que le double égal, c'est un test d'égalité, un simple égal, c'est une affectation. Donc là, l'erreur qu'on a faite, donc ça, c'est pas un code, alors c'est un code qui va compiler, qui va être correct d'un point de vue C, mais d'un point de vue algorithmique, c'est évidemment incorrect, puisque ici, on voudrait faire un test d'égalité, et en fait, on fait une affectation. Et d'ailleurs, si vous compilez avec GCC avec l'opération -wall là, donc ce que vous allez toujours faire, GCC devrait vous dire attention, ici j'ai un doute. Il va vous indiquer juste que c'est un warning. Il va pas vous dire que c'est une erreur, parce que techniquement parlant, on a le droit de faire ça. Par contre, c'est pas du tout une bonne pratique, et il va vous indiquer vous êtes probablement en train de faire quelque chose que vous ne souhaitez pas faire à la base. Et il aurait raison. Donc notre algorithme en fait est le suivant, on voudrait savoir si n est égal à 2, alors on affiche n est bien égal à 2, sinon n n'est pas égal à 2, et à la fin, on affiche la vraie valeur de n. Il se trouve qu'on a fait une erreur donc, dans cet algorithme, ou du moins dans l'implémentation de cet algorithme, et ici on s'est trompé, on a mis l'affectation 2 dans n. Donc ici, je rappelle que l'opération d'affectation, ça se lit de la droite vers la gauche, hein. On va mettre 2 dans n. Alors qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va exécuter ce code? Et bien en fait, ça va afficher n est bien égal à 2, et à la fin, ça écrira valeur finale de n, 2. Alors pourquoi ça se passe comme ça? Et bien en fait, quand il y a une affectation dans une instruction conditionnelle, comme ici, on va d'abord faire l'affectation, puis ensuite on va regarder la valeur de n. Je rappelle que ce qu'il y a entre parenthèses, c'est un booléen. Bon, comme il n'y a pas de booléen en C, un booléen c'est faux si la valeur est 0, et dans tout le reste, dans tous les autres cas, c'est vrai. Donc qu'est-ce qui va se passer ici précisément? On va d'abord mettre 2 dans n. Une fois que n vaut 2, on va tester la phrase logique n. On va pas tester est-ce que n est égal à 2, on va tester la phrase logique en fait simplement n, une fois que l'opération d'affectation aura été effectuée. Donc est-ce que n, alors dit comme ça paraît un peu bizarre, mais ça a du sens en C. Est-ce que n, pour nous, ça serait équivalent à est-ce que la valeur de n retourne vrai ou retourne faux? Comme n vaut 2, ça sera interprété comme un vrai, donc n est bien égal à 0, et bien égal à 2. Et à la fin, ça indiquera valeur finale de n, 2. Si ici on avait mis n égale 0, et pas, je dis bien n égale 0, et pas n égale 0. Si on avait mis n égale 0, donc on remplace simplement le 2 par le 0 ici, on serait passé dans le else. Pourquoi? Puisque n vaudrait 0,
0 c'est interprété comme faux, et donc on serait passé dans le else ici. Donc un résumé de ce que je viens d'expliquer ici, l'instruction n égale 2 est exécutée, donc la valeur 2 est affectée à n. Ce qui va se passer, on va avoir ça comme affichage, n est bien égal à 2, valeur finale de n, 2. Donc l'importance de ne pas confondre le symbole de test d'égalité et celui d'affectation. Donc ça c'est, alors même si GCC vous autorise à compiler ce genre de choses, mais il va vous mettre un warning. Donc c'est pour ça que nous on vous dit d'ailleurs, si vous avez un warning dans votre compilation, c'est que votre compilation n'est pas bonne, hein. Partez du principe que un warning égale vous avez fait une erreur dans votre code. Même si GCC vous dit c'est qu'un warning, j'ai quand même réussi à générer l'exécutable. Si vous voyez un warning, vous arrêtez tout, vous partez du principe que votre exécutable est incorrect. Et notamment, nous, à notre niveau de programmation en C, on va absolument jamais faire d'affectation dans une instruction conditionnelle. Donc si vous êtes en train de vouloir tester une valeur dans votre instruction conditionnelle, c'est bien un double égal, attention, ne jamais mettre de égal simple. Reprenons un petit peu ce que je vous ai dit sur l'exemple précédent. Bon alors, on peut considérer que c'est un petit peu hors programme, puisque de toute manière, je rappelle qu'on ne fera jamais d'affectation dans une instruction conditionnelle à notre niveau. Mais ce que vous avez à gauche, donc c'est le premier cas, si on écrit n égale 2, c'est ça qui sera exécuté. Ça ne sera pas exécuté. Et à la fin, n vaut 2. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Le if, là, ici, sera évalué comme un if 2. 2, ça vaut bien vrai, enfin c'est une traduction de vrai pour nous en C, puisque je rappelle que 0, c'est considéré comme faux, et n'importe quelle autre valeur, c'est considéré comme vrai. Partie droite, c'est le cas où on écrit n égale 0. Donc à la fin, n vaut 0. Et en fait, le if n égale 0 sera évalué comme if 0. Et là, pour le coup, 0, ça sera interprété comme faux. Et donc, on va passer dans le else. Un autre élément qu'on peut considérer comme étant hors programme en C, c'est la laziness. Donc c'est la paresse des opérateurs booléens et ou logiques. En fait, ça signifie que on va évaluer ces opérandes de gauche à droite et on s'arrête si l'évaluation qui suit de notre phrase logique est inutile. Alors par exemple, on a un entier est grand qu'on va mettre égal à 1. Donc c'est considéré comme vrai. Et on va mettre un entier n qu'on va mettre égal à 2. On se pose la question maintenant, est-ce que est grand ou est vrai ou est-ce que n est égal à 3? Donc je rappelle que le test logique qu'on va se poser, qu'on va se demander, c'est est-ce que soit est grand est vrai, soit n est égal à 3. Comme c'est un ou, ça va donner exactement ça, cette évaluation, ça va être vrai ou n égale 3. Est-ce que n est égal à 3? Comme c'est un ou, je rappelle que la phrase logique est vraie, la phrase logique entière est vraie s'il y a au moins un des éléments qui est vrai. Comme c'est le cas, comme est grand est évalué à vrai, on va même pas regarder en fait ce qui suit, puisqu'on sait que la phrase logique est vraie dans tous les cas, puisqu'on a trouvé notre premier élément qui est à vrai. Et donc c'est ça la paresse de l'opérateur booléen ou. Le premier élément qu'on va trouver à vrai nous permet de ne pas regarder la suite et de ne même pas tester la suite de la phrase logique, puisque dans tous les cas, on peut déjà dire que la phrase logique est vraie. On a le même phénomène avec l'opérateur booléen et. Donc c'est exactement le même principe hein, finalement, sauf que comme on est sur une phrase logique avec des et, la phrase logique est vraie uniquement si tous les éléments de cette phrase, de cette composition de et, est vrai. Donc ça veut dire, notamment avec notre exemple, on va se poser la question, est-ce que on va faire une moyenne. Là ici dans notre exemple, on va faire une moyenne. Donc on a le nombre de nombres et la moyenne et la somme. Donc n ça va être le nombre d'éléments, somme ça va être la somme de ces éléments, et puis la moyenne bah, c'est tout simplement la somme divisée par n. La phrase logique qu'on va se donner est la suivante. On va se demander est-ce que n est différent de 0 et est-ce que la moyenne est strictement supérieure à 5. Alors ici, ce qui va se passer, c'est si n est égal à 0,
l'évaluation de somme divisé par n provoquerait une division par 0. En fait, grâce à la paresse de l'opérateur booléen et, on va éviter ceci. Pourquoi? Puisque si n n'est pas différent de 0, ça va être évalué à faux. Donc on sait d'ores et déjà que toute la phrase logique est fausse, donc on va même pas tester ce qui suit. On va même pas regarder est-ce que la moyenne est strictement supérieure à 5. Et on va s'arrêter au premier test, et du coup ça nous permet notamment d'éviter de faire une division par 0 qui provoquerait un bug dans notre programme. Dernière instruction conditionnelle de ce chapitre, c'est ce qu'on appelle le switch. Alors le switch, ça va nous permettre de faire un certain nombre de choses, et notamment c'est classiquement utilisé pour afficher un menu en console. Alors un menu en console, c'est-à-dire où on va proposer à l'utilisateur un certain nombre d'options, et puis lui choisira ce qu'il veut faire. Donc exemple, on voudrait lui proposer de lancer une nouvelle partie, afficher les résultats de la partie précédente, ou quitter. On va supposer que pour cet algorithme, la réponse est stockée dans une variable choix. La première solution, ça serait de fonctionner avec ce qu'on a vu depuis le début de ce chapitre, avec un if, else, if, else. Donc si le choix c'est égal à 1, alors on va dire nouvelle partie. Sinon, si le choix c'est égal à 2, résultat précédent. Si le choix c'est égal à 3, au revoir, et ainsi de suite. On pourrait imaginer voilà, un certain nombre de choix possibles là, pour notre menu. La deuxième solution, ça serait d'utiliser un switch qui est, dans ce cas-là précis, un peu plus pertinente que d'utiliser un if, else, if, else. Alors le switch, ça se présente comme ça. Vous avez l'exemple à côté gauche du slide. On va faire switch, entre parenthèses, la variable. Donc je rappelle que notre variable s'appelle choix. Case, la valeur que peut prendre la variable. Donc là ici, c'est pas, disons que c'est pas une numérotation dans l'ordre comme ça arbitraire, c'est vraiment si choix vaut 1, si choix vaut 2, si choix vaut 3, et dans tous les autres cas. Donc si choix vaut 1, on va faire printf nouvelle partie, si choix vaut 2, on va faire printf résultat, et ainsi de suite. Alors notez la syntaxe un petit peu particulière, switch la variable, accolade fermante, et les cas vont se dénoter exactement comme ça, donc case, ça c'est un mot-clé du langage, la valeur que l'autre variable pourrait prendre, deux points, les instructions, il n'y en a pas forcément qu'une seule, il peut y en avoir plusieurs. Et pour terminer un cas, il faut absolument mettre break point virgule. Alors break c'est un mot-clé du langage, je ne vais pas le détailler ici. Ça s'utilise aussi dans d'autres cas, mais pour le switch, pas besoin d'expliquer précisément en détail. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est comme ça qu'on va terminer les choix de notre switch. Ok. Donc je te rappelle qu'on termine un choix par break point virgule. Pareil pour le cas 2, break point virgule. Et enfin, le dernier cas, donc le cas par défaut, c'est-à-dire que aucun des choix précédents n'a été validé, c'est-à-dire que choix n'est pas égal à 2, n'est pas égal à 1, n'est pas égal à 2, n'est pas égal à 3, on passe nécessairement là-dedans. Alors pourquoi le switch est plus adapté que le if, else, if, else dans ce cas précis? Alors en fait, le switch va permettre de comparer une variable entière à des constantes. Alors déjà, par rapport à ce qui est interdit de faire avec un switch, on ne peut pas comparer la valeur d'une variable n à une autre variable ou à une expression un peu plus complexe, comme on se demande si n est supérieur ou égal à 0. On peut uniquement comparer avec le switch à des constantes entières. Alors, il faut bien que ce soit des constantes, c'est-à-dire qu'on peut faire une comparaison. Est-ce que n est égal à 4? Est-ce que n est égal à 46? Est-ce que n est égal à 97? Ça sera traduit en 97. On peut uniquement comparer donc à des constantes entières. Et en fait, le switch est bien adapté, notamment par exemple quand on veut faire des menus dans un programme. Vous avez l'utilisateur qui va avoir un certain nombre de choix à faire pour les menus et vous demandez est-ce qu'il a pris la première option du menu, la deuxième option du menu, la troisième option du menu, ainsi de suite. Enfin, un rappel sur ce que je viens de dire pour le switch. Ça se présentera exactement comme ce qu'on a vu. En rouge, ce sont les mots-clés du langage. Vous avez quand même en plus le break point virgule qui est aussi un élément du langage C. Donc switch nom de variable, case, la valeur. Donc c'est pas forcément 1 ici, ça pourrait être 0, moins 15, 50.
et la valeur par défaut. Alors l'instruction break, en fait, ça permet de sauter à l'instruction qui suit le bloc. Bon, on va pas détailler ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on termine un cas de notre switch par un break point virgule. Ok, donc c'est important parce que si elle est oubliée, donc toutes les instructions associées au cas suivant sont également exécutées, ce qui on veut absolument éviter ça hein, dans un switch. Alors petit point technique, il n'y a pas besoin de break point virgule pour le cas défaut puisque c'est la fin de notre switch. Vous pouvez le mettre dans tous les cas si vous le souhaitez, ça ne changera rien. Mais on n'est pas obligé de le mettre pour le cas défaut à la fin. Alors ce qu'on a vu pour ce chapitre 3, nous avons vu les instructions conditionnelles, donc nous avons vu le if, else, if, else. On a vu quelques précisions sur les opérateurs booléens, notamment avec la laziness, et puis le fait de bien faire attention à ne pas confondre l'opérateur de comparaison et l'opérateur d'affectation. Et enfin, nous avons vu comment utiliser le switch et dans quel cas c'était pertinent de l'utiliser. Donc je rappelle que ça permet de comparer uniquement à des constantes et qu'il ne faut pas oublier le break point virgule à la fin de chaque cas. Et enfin, un quiz sur les instructions conditionnelles. Alors regardons le code qu'on vous propose pour ce quiz. Donc on inclut la bibliothèque de fonctions stdio.h, très bien. Dans notre fonction principale, on a une variable température flottante. On fait un petit affichage, on récupère la saisie clavier de l'utilisateur et ensuite on a une instruction conditionnelle. Si la température est strictement inférieure ou égale à 4, alors on affiche risque de neige. Sinon, si la température est strictement inférieure à 0, on affiche il gèle et return 0, donc c'est-à-dire fin de la fonction main, donc fin du programme. La question est la suivante, en tapant moins 2,5 au clavier, que s'affiche-t-il? On a 4 choix possibles. Risque de neige, est-ce qu'il s'affiche risque de neige? Est-ce qu'il s'affiche il gèle? Est-ce qu'il s'affiche les deux, c'est-à-dire risque de neige et il gèle? Ou aucun des deux? Alors je vous invite à mettre pause puisque je vais donner la correction de ce pas. Donc regardons le code de plus près. Donc c'est exactement le même code que ce qu'on a sur les slides ici là. Vous voyez, si température est strictement inférieure à 4, risque de neige, sinon si la température est strictement inférieure à 0, il gèle. Alors la question était, qu'est-ce qui s'affiche si je tape moins 2,5 comme température? Il va s'afficher risque de neige. Donc, la bonne réponse était risque de neige. Alors pourquoi est-ce qu'il s'affiche uniquement risque de neige? Eh bien je rappelle que le if else if, else, alors il n'y a pas de else mais c'est facultatif, c'est pas un problème. Il y a uniquement le premier bloc évalué à vrai qui va être exécuté. Donc comme je rentre moins 2,5 dans la température, ça veut dire que moins 2,5 c'est bien strictement inférieur à 4, donc je vais bien afficher risque de neige. Et maintenant, le deuxième bloc, peu importe s'il est vrai ou pas, le else if, peu importe s'il est vrai ou pas, puisque de toute manière, le premier bloc a été évalué à vrai, donc je ne vais même pas tester le second.